Bonjour à tous. Alors, donc du coup, bon, j'imite un petit peu Monsieur Hôpital ici, ou Monsieur Cookie, mais moi aussi, je vais vous faire une vidéo sur un cours, donc ça va être celui d'Oedipe et des laves d'acide, parce qu'on aborde une nouvelle séquence et que du coup, sur cette nouvelle séquence, on va étudier l'histoire d'Antigone. Le problème, c'est que pour comprendre l'histoire d'Antigone, il faut d'abord comprendre l'histoire d'Oedipe, et pour comprendre l'histoire d'Oedipe, il faut comprendre l'histoire de sa famille et de ses origines. Donc ce cours-là, je vous le mets en ligne. Vous voyez séance 1 découvrir comme on le fait toujours. Donc je vais vous demander de faire pause dans la vidéo au fur et à mesure et de prendre en note les éléments qui vont être essentiels. Et de les recopier dans votre cahier parce que dans cette vidéo, en fait, il y a énormément d'éléments d'histoire littéraire que je vous demande de retenir, en fait. Donc je les ai tous mis en rouge. Sachez que cette vidéo est très longue, donc là je commence à l'enregistrer, mais c'est quand même la troisième fois que j'essaye, donc du coup je sais que c'est très long. Et donc du coup, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre pause au fur et à mesure, et je vais prévoir trois plages horaires, enfin une plage horaire de 3 heures, de 2 ou 3 heures, pour que vous puissiez avoir vraiment le temps de le faire. Voilà. Je pense que je vais vous demander aussi de m'envoyer un retour là-dessus. Donc, pour commencer, donc on revient aux origines de l'histoire d'Antigone, donc sur l'histoire de sa famille en fait, le mythe d'Oedipe et l'histoire tragique des laves d'acide. L'histoire tragique des laves d'acide, donc les laves d'acide, c'est toute la famille, comme je vous le disais. La tragédie a un principe de fatalité. Alors je commence par une notion qu'on va revoir après dans la séquence, que vous avez vue normalement un petit peu en quatrième pour certains. Je sais que je l'ai fait un petit peu avec mes élèves l'an dernier. C'est le principe de fatalité. Alors le principe de fatalité, c'est quelque chose qui va être établi par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans un livre qui s'appelle La Poétique. Et dans ce livre, La Poétique, il détermine en fait, il donne tous les éléments qui, selon lui, vont être essentiels pour écrire une belle tragédie. Et donc il y a plein de principes, comme le principe de catharsis, si ça rappelle des souvenirs à certains, comme le principe de reconnaissance, qui est important pour Oedipe, sur lequel on reviendra, et le principe de fatalité. Le mot français fatalité vient du latin fatum, qui désigne en fait le destin tragique, c'est-à-dire le destin funeste, ça ne peut pas bien se terminer. Dans l'Antiquité, effectivement, ce destin il est toujours terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dieux se mêlent systématiquement ou quasi systématiquement de l'histoire des hommes. Il faut savoir que dans cette histoire, dans quasiment toutes les histoires de l'Antiquité gréco-latine, les dieux vont s'impliquer dans les guerres des hommes, vont impliquer les hommes dans leurs propres guerres. Et c'est tout ça qui va donner lieu à des malédictions, à des problèmes récurrents. Notamment, on peut penser en fait à probablement la plus grande œuvre de toute l'Antiquité, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, souvenir de sixième. Et donc dans l'Iliade et l'Odyssée de Homère, il y a, tout commence en fait avec trois déesses, Héra, Aphrodite et Athéna, qui se disputent et qui n'arrivent pas à se décider sur qui est la plus belle, qui est la plus extraordinaire, qui est la plus merveilleuse. Et donc du coup elles vont aller voir un pauvre petit berger, un pauvre homme quoi, en lui demandant ce qu'il en pense. Et cet homme-là en fait ça va être Paris. Et Paris, c'est celui qui enlève Hélène et qui donne lieu à toute la guerre de Troie pour ceux qui s'en souviennent. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu l'exemple typique des dieux qui se mêlent un petit peu soit de ce qui les regarde pas, soit qui impliquent les hommes dans leur histoire. Ici, on va être dans la malédiction d'Apollon. Donc Apollon, je vous rappelle, c'est le dieu des arts, des lettres, de la beauté, du soleil. Pour remonter, en fait, on a un homme donc, qui s'appelle Labdakos. Labdakos qui donne son nom à toute la famille. Et Labdakos va avoir un fils qui s'appelle Laios. Ce fils-là, Laios, alors je vous ai mis là dans le cours qu'il a pour voisin un homme. En réalité, il fuit sa ville et il se retrouve à Pise, où en fait un homme va lui demander. J'ai un peu résumé parce que c'est pas très important. Euh, En gros, ici, Laios va, le père, un homme va lui demander d'enseigner le char à son fils. En gros, cet homme-là, je vous ai pas mis le nom parce que ça sert à rien que vous le reteniez, a trois enfants, deux jumeaux et un troisième fils qui s'appelle Chrysippe, qui est plus jeune, qui est assez jeune. Et donc du coup, ces trois enfants-là, donc dans ces trois enfants-là, les deux premiers sont assez bagarreurs, assez guerrois, ils aiment bien faire se bagarrer, voilà, se bagarrer tout simplement et faire des courses de chars. Sauf que le troisième, Chrysippe, il n'est pas très doué au char, vous savez, le véhicule de l'époque. Et donc du coup, son père va demander à Laios de lui donner un coup de main et de lui apprendre à faire du char. Le problème, c'est que Laios va tomber amoureux de Chrysippe, va
l'enlever et va en faire son amant, donc il va avoir des relations avec lui. Le problème, c'est que, Chrysippe est très jeune. Le deuxième problème, c'est que même si on est plus large dans la Grèce antique là-dessus que plus tard dans l'histoire, ça reste quelque chose de problématique parce que Chrysippe est jeune et surtout Laios n'a pas demandé l'autorisation et il l'a enlevé à ses parents. Dans certains mythes, Laios va ramener Chrysippe chez ses parents et tout va bien se terminer. Ce sont des mythes très minoritaires et dans la plupart des mythes, Laios va en fait soit l'enlever et puis ça va mal se terminer, soit carrément le violer. Donc voilà, c'est une histoire très très grave. Le père de Chrysippe, bah, ça dépend des mythes encore une fois, c'est compliqué, c'est le problème avec la Grèce antique, on a eu 2500 ans pour tout réécrire, mais selon les mythes, enfin voire même 3000 ans, selon les mythes, c'est soit le père de Chrysippe, soit la mère de Chrysippe, soit carrément les deux jumeaux, qui vont décider de tuer Chrysippe parce qu'il a déshonoré la famille. Sauf que Chrysippe va se pendre avant. Mais on est dans quelque chose de très fun avec ce cours, hein. Et donc du coup le père, en découvrant cela et en découvrant toute l'histoire, va maudire Laios et va maudire toute la famille de Laios, toute la famille de Laios qui descend de l'Abdakos et donc voilà, tous ses descendants. Et il en appelle pour cela solennellement à Apollon qui du coup va entériner cette malédiction. Je crois que j'ai oublié quelque chose mais je ne crois pas. Donc bref, donc tout ça montre un petit peu que voilà, ça va être compliqué très longtemps parce qu'en fait personne dans cette famille ne va s'en sortir, ou quasiment pas. Donc tout commence à Thèbes. Je vous ai mis une petite carte qui est essentielle ici, parce que vous voyez, on a Delphes, on a Thèbes et on a Athènes. Les autres villes, on s'en fiche un petit peu, elles sont pas forcément... Enfin, elles s'en fichent, non, tout est bon à apprendre, mais en l'occurrence, ici, ce qui va m'intéresser, ça va être Athènes, parce que pardon, vous allez vous rendre compte avec Athènes de la façon dont la Grèce est organisée. Thèbes, à côté, vous donne à peu près la distance géographique entre Athènes et Thèbes, mais les deux villes dont on va s'occuper, ça va être vraiment Delphes et Thèbes. Laios, on le retrouve plus grand, plus vieux, va se marier à une jeune fille qu'il aime profondément, Jocaste, et Jocaste descend de Ménécée. Alors, c'est le moment où je fais une petite pause pour vous dire, attention, prenez bien des notes au fur et à mesure. Par exemple, dans la fiche précédente, ce qui était important, c'était la malédiction d'Apollon, et c'était l'Abdakos et Laios qui sont maudits. Vous prenez des notes au fur et à mesure, j'ai fait comme en cours, je vous ai mis du rouge, donc normalement ça devrait être assez simple de repérer au fur et à mesure. Et donc du coup pour reprendre, donc Laios et Jocaste deviennent rois et reines de Thèbes, en Grèce antique. Le problème de Laios et Jocaste, c'est qu'ils n'ont pas d'enfant et qu'ils en désirent un profondément. Ils veulent vraiment avoir un enfant et ils n'arrivent pas à en faire. Donc du coup, pour comprendre pourquoi ça va pas et pour avoir de l'aide, ils vont aller voir la Pythie à Delphes, qui est un oracle. Donc un oracle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en communication directe avec les dieux et qui du coup va pouvoir donner des éléments pour mieux comprendre sa vie, mais aussi pour comprendre l'avenir, qui voit l'avenir. C'est une voyante en fait, l'oracle. Et donc l'oracle, on l'appelle la Pythie, et elle vient de Delphes, où il y a un temple d'Apollon. Jocaste et Laios vont donc voir la Pythie, à qui ils demandent pourquoi ils ne réussissent pas à avoir d'enfants. La Pythie ne leur donne pas de réponse, néanmoins elle leur délivre une prophétie terrible et qui est assez célèbre et qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que s'ils ont un enfant et que c'est un fils, cet enfant tuera son propre père et se mariera avec sa mère. Donc voilà, c'est problématique. Alors là, suivant les mythes, on va avoir deux versions. Première version, Jocaste est déjà enceinte, mais il ne le sait pas. Deuxième version, ils décident du coup tous les deux de ne plus avoir de relations sexuelles. Et Laios, un soir, va trop profiter de la taverne et va rentrer un peu saoul, et donc du coup va avoir des relations charnelles avec sa femme, ce qui va donner lieu au fait qu'ils aient un enfant. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, j'espère que ça dit quelque chose à certains quatrièmes. Le problème, c'est qu'ils ont un fils. Et ce fils-là, donc du coup, ils décident de l'abandonner pour qu'il meure. Le but est vraiment qu'il meure. C'est vraiment l'intérêt. En fait, ils ont très très peur que du coup leur fils un jour réalise la prophétie, donc ils décident de le tuer. Le problème, c'est que tuer son fils dans la Grèce antique, c'est grave. Voilà. Évidemment, c'est grave. Entendons-nous bien, c'est grave. Toujours, mais dans la Grèce antique, le problème c'est que si on tue son propre fils, c'est l'un des crimes les plus graves qui soit, évidemment, et donc du coup les dieux risquent de vous punir très très durement, et donc du coup ça risque d'être très compliqué pour vous.
Donc il y a une méthode qui est bien horrible, c'est qu'en fait, les gens dans la Grèce antique exposent leurs enfants. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur enfant, donc ils ne le tuent pas directement, et ils l'abandonnent dans euh, un lieu terrible en fait, un lieu où ils n'ont quasiment aucune chance de survie. Donc soit une forêt où il y a beaucoup la montagne, en montagne aussi. Et donc du coup ils abandonnent leur enfant là en sachant très bien qu'il va soit se faire dévorer, soit, enfin bref, qu'il va mourir quoi. Donc ils abandonnent le petit bonhomme qu'ils ont eu. Et suivant les mythes, c'est la vignette suivante, suivant les mythes, parfois ils vont lui percer les pieds, parfois ils vont simplement l'attacher trop étroitement. Vous voyez sur la statue que je vous ai mise, là vous voyez donc le lien en fait. Le père de Oedipe va l'exposer, va le déposer et en fait va lier ses pieds à un arbre. Et en fait quand il va serrer le lien, il va le serrer trop fort. Ce qui fait que du coup l'enfant va avoir les pieds qui vont gonfler. Et donc évidemment, au fur et à mesure, étant affamé, étant perdu, étant tout seul, il va pleurer, il va hurler. Et donc du coup, un berger va l'entendre. Il va venir le voir, il va comprendre que c'est un enfant exposé. Et, euh, et donc du coup, il va le recueillir, et il va enlever ce lien, et donc du coup se rendre compte qu'il a les pieds tout gonflés. Il sait, cet homme-là, donc c'est un berger dans la plupart des mythes, que le roi et la reine de Corinthe, donc Mérope et Polybe, je vous demande surtout pas de retenir ces noms-là non plus, Mérope et Polybe n'ont pas d'enfant et en désirent très fortement un aussi, mais ils n'arrivent pas à en avoir. Donc du coup, il va recueillir cet enfant, le nourrir comme vous pouvez le voir, et l'emmener vers le roi et la reine de Corinthe, à qui il va confier l'enfant. Comme l'enfant a les pieds gonflés, en grec, en gros il a un œdème, vous reconnaissez l'écriture, comme il a en grec en fait ça vient de la même origine, et les parents vont l'appeler pied enflé, c'est-à-dire Oedipe. Enfin, Oedipus, je crois, mais ça c'est pas important. Oedipe va grandir évidemment, va devenir un jeune homme bien sous tout rapport, fort, brave, tout ce qu'il faut quoi. Et le problème, c'est que l'histoire commence avec une question sur ses origines, parce qu'en fait, Mérope et Polybe ne vont jamais lui dire qu'en fait ils l'ont recueilli puis adopté. Ils vont jamais lui avouer ça. Donc Oedipe pense que ce sont ses parents. Et plus il grandit, plus il y a des doutes qui sont émis sur ses origines, parce que c'est quand même le fils, enfin il est adopté, c'est le fils de roi. Donc sur la succession, il y a des problèmes et donc du coup, lors de nombreux banquets, il va se faire un petit peu moquer. Les gens vont se moquer de lui et de ses origines. Et au bout d'un moment, il en a un peu marre parce que, là encore une fois, il ne sait rien de ses origines. Il va aller voir la Pythie à Delphes, à nouveau elle. Et donc vous pouvez voir là sur cette assiette, cette œuvre d'art, que la Pythie est à gauche. Et donc du coup, elle va lui délivrer la même prophétie que celle qu'elle a délivrée à ses vrais parents il n'était pas encore né. C'est-à-dire qu'il tuera son père et qu'il se mariera avec sa mère. Évidemment, il est terrifié, effrayé, on le serait à moi, et donc du coup il décide de fuir en fait, de s'en aller et surtout de ne pas revenir à Corinthe. De ne pas revenir à Corinthe de peur qu'il ne tue son père, enfin qu'il ne réalise la prophétie avec ses parents adoptifs quoi. Et donc du coup il décide de fuir Corinthe et il se dirige, évidemment, je vous le donne en mille, vers Thèbes. Thèbes là d'où viennent ses parents. Donc en chemin, à un moment donné, il va croiser, alors ça c'est complètement improbable, alors selon les mythes ça va être soit un groupe d'hommes, soit un homme tout seul et assez vieux. Et en fait il va croiser donc ces gens-là, et, et enfin, en gros ils sont en char tous là, et ils vont se disputer parce qu'il y en a un qui va pas avoir respecté la priorité. Exactement comme on pourrait le faire aujourd'hui avec une voiture, enfin c'est vraiment la même situation. Ils se disputent, tu m'as pas laissé la priorité, je suis pas content, blablabla. Le ton monte très fort et ils en viennent aux mains, ils en viennent à se battre. Et Oedipe finit par soit les tuer, soit le tuer. Et le problème, c'est que l'un des hommes, ou l'homme, c'était Laios, son père. Et donc, du coup, il réalise la première partie de la prophétie. Et vous pouvez voir sur le tableau que je vous ai mis que c'est particulièrement violent. Il arrive donc, il se dirige vers Thèbes. Bon, il met un peu le temps quand même, hein. Il y a un petit peu de temps qui se passe. Donc, pendant ce temps-là, Thèbes se demande ce que fait son roi. Et entre-temps, en fait, il y a une créature chimérique, mythologique, monstrueuse, voilà, une créature très connue. C'est le mythe le plus connu, hein, c'est ce que je vous mets au début. C'est le mythe du sphinx. Alors, suivant encore une fois les
Mythe, ça va différer, soit ça va être un sphinx, créature masculine, soit une sphinge, le pendant féminin du sphinx. Euh, Qu'est-ce qui va être différent dans la littérature? Quand ça va être une sphinge, on va souvent se rendre compte que la créature est plus retorse que le sphinx qui va plutôt tout axer sur sa force physique. On retrouve les stéréotypes de genre liés au genre de la précédente séquence. Donc du coup, là, dans ce mythe-là, soit ça va être un sphinx, soit ça va être une sphinge. En tous les cas, c'est une créature qui va mettre à feu et à sang la ville de Thèbes. Ça va être terrible parce qu'en fait, elle va en gros faire des razzias pour récupérer des personnes pour les manger. Elle va brûler des endroits. Enfin, bref, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout à Thèbes. Et en plus, elle se poste à l'entrée de la ville et elle interdit à quiconque de sortir de la ville ou à quiconque d'y entrer. Et du coup, ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que là à droite, c'est donc un tableau extrêmement connu, un tableau de Gustave Moreau. Et ça date du 19e siècle. Au 19e siècle, ils sont à moitié pris d'affection pour l'Antiquité et pour ce genre de mythes, donc ils ont fait plein de tableaux autour de ça. Vous pouvez en voir beaucoup plus sur Google. Euh, J'en ai mis un autre sur la page d'après, où en fait on voit le sphinx ou la sphinge beaucoup plus volumineux. Donc du coup là on la voit quasiment dans une posture presque de séductrice avec Oedipe, autant dans d'autres tableaux on la voit plutôt ouais, plus volumineuse, plus monstrueuse en fait, et donc du coup plus axée sur le côté violence vis-à-vis du monde à Thèbes quoi. Donc Oedipe arrive, veut entrer dans Thèbes parce il a gardé cette espèce d'objectif que d'arriver à Thèbes, et pour entrer, la sphinge lui dit tu peux rentrer, mais uniquement si tu réponds à une énigme. Si tu réussis, je te laisse entrer, il n'y a pas de problème. Je m'en vais et je laisse tomber, enfin je lâche Thèbes quoi. Si tu échoues, je te mange. Donc du coup, bah, Oedipe décide de résoudre l'énigme. Et cette énigme est méga, méga, méga célèbre. On la retrouve dans plein de trucs. Je sais que je l'ai vu dans un Astérix, par exemple. Enfin voilà, on la retrouve dans pas mal de films. Donc qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois le soir. Donc, voilà. Donc je laisse réfléchir. Et la réponse, c'est l'homme. Parce qu'il marche à quatre pattes le matin, quand il est tout petit, au matin de sa vie en quelque sorte. Il marche sur deux jambes lorsqu'il grandit, et lorsqu'il vieillit, il marche sur trois pattes, c'est-à-dire deux jambes et une canne pour s'aider. Donc voilà. Et Oedipe trouve la bonne réponse. Donc il peut entrer dans Thèbes et il délivre la ville de Thèbes de la monstrueuse sphinge. Donc le peuple est super heureux, vous imaginez, waouh, Oedipe, t'es trop merveilleux, c'est trop bien. Et donc du coup, comme ils sont trop contents que Oedipe les ait délivrés, il faut vraiment que j'arrête de dire du coup absolument à longueur de temps. C'est terrible de s'enregistrer pour ça. Comme ils sont très heureux que Oedipe les ait délivrés, ils vont décider enfin, ils lui demandent en fait de prendre le trône en quelque sorte en lui disant bah, voilà, tu nous as délivrés, Laios, notre bon roi, est mort, on ne sait même pas comment, on ne sait même pas exactement quand, donc s'il te plaît, deviens roi de notre ville, ce sera notre récompense. Et ils lui disent bon, et puis puisque bon voilà, il y avait un petit peu une reine sur le trône aussi avec Laios, puisque Laios est mort, bah à la limite marie-toi avec la reine, comme ça tu deviens roi, et puis t'as une reine, et puis vous régnez quoi. Donc du coup, Oedipe décide effectivement de se marier avec la reine en place, qui va être Jocaste. Jocaste, qui est sa maman. Voilà. Donc c'est là où la prophétie se réalise totalement et entièrement, puisque sa seconde partie va se réaliser, il va épouser sa mère. On arrive dans le truc un petit peu bizarre, enfin si tout, si tout était tout à fait normal jusque-là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 4 enfants. Voilà. Alors je vous ai mis une carte mentale que j'ai faite. Je suis sûre que certains dans la classe, que ce soit 3e 2 ou 3e 3, vont la faire beaucoup mieux. J'ai en tête, je sais pas, Lola ou Mado ou Luna Rojero dans la 3-2, qui vont faire ça bien mieux que moi. Donc ce qui est important ici, c'est que donc, ce sont les Labdacides, la famille. On a Labdacos, donc le père de Laios. On a Ménécée, le père de Jocaste et de Créon. Créon qui va être très important pour la suite de l'histoire parce que nous, on va quasiment pas le voir, mais il va être essentiel pour la pièce Antigone. Et donc du coup, Laios et Jocaste ensemble ont Oedipe. Oedipe qui à son tour se marie avec sa mère, Jocaste, et leurs 4 enfants, Éthéocle, Polynice, qui sont 2 frères jumeaux, c'est important pour la suite, Antigone, notre fameuse, et Ismène, la petite dernière. Créon et Eurydice vont avoir Aimon, donc comme fils, et Aimon et Antigone vont tomber amoureux. Et je vous spoil allègrement
un petit bout de la pièce, mais c'est important. Alors, ensuite, donc ils ont ces 4 enfants, ils les élèvent, tout va bien, voilà, c'est merveilleux, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, sauf que la peste arrive à Thèbes. La peste arrive à Thèbes et c'est une maladie infectieuse très grave, la peste qui tue énormément de gens. Donc tout le monde se confine chez soi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi beaucoup. Tout le monde se... Enfin voilà, donc c'est très grave et il y a de nombreuses personnes qui en meurent. Et dans l'Antiquité grecque, encore une fois, quand quelque chose de malheureux arrive, on est persuadé que c'est un châtiment des dieux parce qu'on a commis quelque chose de mal auparavant. Donc Oedipe, enfin, ou parce qu'ils sont pas contents, ou parce qu'il y a un problème. Donc ce que Oedipe va faire, c'est qu'il va en appeler, enfin il va aller pour la troisième fois de l'histoire, lui la deuxième, mais la troisième fois dans l'histoire, voir la Pythie, l'oracle de Delphes, en lui disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a la peste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Et la Pythie va dire oh, c'est simple, il faut que tu trouves le meurtrier de Laios. Donc Oedipe, pas de problème, il cherche, et puis il finit par trouver. Il remonte toute l'histoire au fur et à mesure, et il découvre un petit peu tout, et puis surtout il découvre la prophétie en fait. Il découvre la prophétie, il découvre que Laios était son père, il découvre que Mérope et Polybe, aux origines de l'histoire, n'étaient pas ses parents, qu'il a acté la prophétie, réalisé la prophétie, tué Laios et marié sa mère, quoi. Donc du coup, bah, c'est terrible, donc il est malheureux, évidemment. Et quand il découvre la vérité, il va se crever les yeux, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, de désespoir, et parce qu'il juge que le monde l'a trompé, et l'image du monde l'a trompé en fait. Donc voilà. Donc il se crève les yeux, et ça va pas, évidemment. Il décide de partir en exil. Alors là, ça diffère. Il y a deux mythes qui diffèrent. On aboutit à la même chose. Mais il y a deux mythes qui diffèrent. Je trouve que l'un est un peu plus violent que l'autre. Donc dans l'un, Oedipe va décider de partir en exil lui-même pour expier ses fautes parce que c'est mal ce qu'il a fait, parce que c'est terrible, parce que c'est affreux. Ça, c'est dans une partie des mythes. Et du coup, il demande, enfin en gros, il demande rien à personne, mais Antigone, sa fille, toujours elle, va décider de l'accompagner parce que son vieux père est vieux, comme vous pouvez le voir avec la canne que vous pouvez voir ici. En plus, il a toujours son handicap dû à ses pieds. Et enfin, bah, il est devenu complètement aveugle, donc du coup, voilà. Donc en plus, il va vivre comme un mendiant, donc ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas s'acheter à manger, il va être très faible très longtemps. Donc Antigone décide de l'accompagner pour, pour essayer qu'il soit un petit peu en sûreté, quoi. Oedipe va très rapidement mourir parce qu'à l'époque, bah, se crever les yeux, avec les règles d'hygiène de l'époque, c'est pas trop ça. Donc du coup, quand il se crève les yeux, en fait, il va, il va y avoir une infection et donc du coup, il va en mourir. Plus la faiblesse d'être un mendiant. Dans une autre version, ce sont ses fils qui vont décider de le chasser. Et ça, c'est important. Ses fils jumeaux vont le chasser pour l'horreur qu'il a commise. Donc du coup, l'aboutissement, c'est qu'en fait, Oedipe, avant de mourir, va maudire ces garçons. Il va les maudire soit parce qu'ils n'ont pas réalisé leur devoir de fils de l'accompagner et d'être là pour lui, soit parce qu'ils l'ont maudit. Et donc du coup, voilà, il les maudit et il leur promet qu'ils se diviseront et qu'ils s'entretueront. On est encore une fois dans quelque chose de très fun. Pendant ce temps-là, à Thèbes, donc pendant qu'il est en exil, la succession est complexe, comme je vous le disais, donc soit enfin, voilà, la succession est complexe parce que en fait, Éthéocle et Polynice sont parfaitement jumeaux, parce qu'il n'y en a pas un qui est né avant l'autre, enfin, en tous les cas, on ne sait pas à l'époque. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à se décider, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, donc ils n'arrivent pas à se décider sur qui va régner. Pour éviter soit le destin promis par leur père, soit tout simplement parce qu'ils veulent faire les choses de la manière la plus comment dire, équitable possible, et bah du coup, ils vont décider de régner à tour de rôle. Donc un an l'un, un an l'autre. Le problème, c'est que vous vous en doutez, c'est que donc on commence par Éthéocle, Éthéocle va régner un an, et puis quand on prend goût au pouvoir et qu'on règne, et bah du coup on n'a pas envie d'abandonner le pouvoir, et donc Éthéocle, c'est ce qui va se produire, il va refuser de laisser le trône à son frère Polynice. Et il va refuser pas mal de temps, quoi. Donc du coup, Polynice, énervé, va décider d'aller voir tous les seigneurs voisins en disant aidez-moi, aidez-moi, enfin il va leur expliquer le problème, et puis les seigneurs voisins vont lui dire d'accord, on se dresse contre Éthéocle avec toi et on va attaquer Thèbes. Thèbes qui est une ville fortifiée. Éthéocle de son côté va faire la même chose,
Et du coup, les deux frères vont se retrouver avec un pouvoir mais équivalent, enfin pas un pouvoir équivalent, mais avec des forces équivalentes. L'un et l'autre vont avoir la même armée, les mêmes personnes, et vont s'affronter dans un combat, dans un combat complètement égal. Ils vont finir par s'affronter dans un combat singulier. Je fais des ellipses, hein. Ils vont finir par s'affronter dans un combat singulier et se tuer l'un l'autre au même moment. L'un mourra de la main de l'autre en fait. Donc ils meurent tous les deux. Voilà. Et on en arrive quasiment à l'histoire d'Antigone, parce que Créon entre en scène. Si je vous rappelle ça, là, vous regardez la destinée, Labdakos et Ménécée évidemment sont morts, Laios est mort, Oedipe est mort, Éthéocle et Polynice sont morts, donc du coup, de ce côté-là, il n'y a plus d'hommes. On ne peut pas faire régner des filles, donc du coup, on va aller chercher de l'autre côté, et qui va-t-on chercher? Créon. Donc Créon va être appelé pour régner, Créon le frère de Jocaste. Euh, donc il monte sur le trône. Et comme, alors là, il faut que j'explique quelque chose que j'ai pas mis dans le cours, mais on reviendra là-dessus. C'est important de considérer en fait le fait que dans l'Antiquité grecque, on a très peur d'une chose, vraiment très très peur d'une chose, c'est la plus grande peur de tous les citoyens de Grèce, c'est la guerre civile en fait. On a très peur que si les règles ne sont pas respectées, les hommes se dressent contre les règles et qu'on en arrive à quelque chose, à une certaine anarchie. Si vous souvenez de vos cours de 6e, vous pouvez vous souvenir que la Grèce antique a des systèmes à chaque fois, des systèmes politiques très régulés en fait, avec de nombreuses règles et chacun connaît sa place et tout est très précis, quoi, tout est très rigoureux. Et ils ont très peur qu'en fait un jour il y ait une guerre civile, c'est-à-dire que les gens se battent entre eux, parce que selon eux, c'est la pire chose qui soit. Donc c'est important de comprendre ça parce que Créon, lorsqu'il va arriver au pouvoir, il a un gros problème. Éthéocle et Polynice, tous les deux se sont affrontés. Le problème, c'est que Éthéocle était roi et que Polynice ne l'était pas. Et que du coup, Polynice, en se dressant contre le pouvoir d'Éthéocle, on est d'accord, vous et moi, je suis sûre que vous n'êtes pas content, enfin, si d'aventure vous allez si loin dans l'explication et que vous écoutez bien attentivement, mais voilà, je sais que souvent quand je fais ce cours-là, les élèves me disent bah oui, mais c'est dégueulasse, parce que Polynice, eh ben, il y avait un contrat avec Éthéocle. Oui, il y avait un contrat avec Éthéocle, sauf qu'en fait, Éthéocle était en place, Éthéocle était le roi. Je vous imite bien quand même. Éthéocle était le roi, et Polynice, lorsqu'il affronte Éthéocle, ne l'est pas. Ce qui fait qu'en fait, il s'est dressé contre le pouvoir royal en place. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas imaginable dans la tête des hommes antiques, enfin de l'Antiquité grecque. Et donc, du coup, ce que fait Créon, et ça s'explique beaucoup mieux dans son acte quand on explique ça, il décide d'offrir des funérailles royales, c'est un enterrement royal avec énormément de choses et avec une sépulture, c'est-à-dire une tombe, pardon, pour Éthéocle. Éthéocle est enterré en grande pompe en quelque sorte. Et tandis que pendant ce temps-là, Polynice, lui, son corps est laissé à l'abandon, à l'extérieur de la ville, et en gros, il laisse son corps se décomposer de façon naturelle et à l'air libre. Euh, donc ce qui est quand même un peu terrible. Et encore une fois, s'il fait ça, c'est parce que Polynice s'est dressé contre le pouvoir d'Éthéocle. Évidemment, et ça va être important pour l'histoire d'Antigone, il condamne à mort toute personne qui va décider d'aller offrir une sépulture à Polynice, parce que ça irait, ça contreviendrait à ses ordres. Il condamne à mort donc toute personne qui fait ça, plus précisément à être emmuré vivant. Toute cette histoire-là, que je viens de vous raconter, je ne sais pas trop combien de temps, mais ça doit bien faire une vingtaine de minutes, c'est pas mal de pièces, hein. Il y a beaucoup de pièces qui retracent toute cette histoire-là, des pièces antiques, hein. Donc là, je vous ai mis Sophocle et Échille, mais il y en a chez Euripide aussi. Il y a beaucoup de traces de poèmes, c'est vraiment une histoire, les Labdacides, enfin, qui a été beaucoup racontée dans l'Antiquité grecque. Et on pense d'ailleurs que ça a été beaucoup raconté à l'oral avant d'être mis en théâtre par Sophocle, Échille et Euripide, qui sont les trois tragédiens grecs de l'époque. Donc Sophocle va écrire Oedipe roi et Oedipe à Colonne, donc en 425 avant Jésus-Christ et en 406-405 avant Jésus-Christ. Et en fait, dans Oedipe roi, ça commence avec l'épisode du Sphinx, et dans Oedipe à Colonne, avec Colonne, c'est l'endroit où il va mourir quand il va partir en exil. Donc en gros, c'est son exil, Oedipe à Colonne. Et Échille dans les 7 contre Thèbes. Les 7 contre Thèbes, c'est l'histoire d'Éthéocle et Polynice. Vous pouvez, si ça vous chante, aller lire ça. Bon, c'est un peu compliqué à lire les tragédies grecques, mais c'est vraiment très très beau.
Donc tout ça, c'est l'histoire en fait qui vient avant l'histoire d'Antigone. Et c'est important pour moi de connaître tout ça. Alors même si vous pouvez vous intéresser à l'histoire d'Antigone sans avoir tous ces éléments-là, c'est important que, à mon avis, que vous les connaissiez. Enfin, c'est même pas important à mon avis, je veux que vous les connaissiez parce que ça éclaire beaucoup l'histoire d'Antigone et puis ça vous donne des connaissances en mythologie grecque. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, que ça restait possible de suivre. J'espère que je vous ai suffisamment vulgarisé les choses pour que vous les compreniez bien. J'ai vraiment essayé d'avoir des paragraphes courts. J'ai essayé de vous mettre un cours assez réduit, parce que normalement il y a beaucoup plus. Quand je fais ça en classe, je vous dis c'est facilement 3 heures de cours où je reviens aux origines de chaque chose. Donc là, en 20 minutes, forcément, bah, je vous demande un petit peu de travail, c'est-à-dire de recopier dans votre cahier les différents, enfin pas les différents paragraphes, vous pouvez faire un petit peu à votre manière, mais bah, il me faut toutes les infos essentielles qui sont en rouge dans le cours là que je vous ai projeté, enfin que je vous ai mis là. Et il faut évidemment comment on appelle ça, l'arbre généalogique. Voilà. Et ben je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt.